12 janvier 2010. Un séisme de magnitude 7,3 frappe Haïti. Je sens un bruit comme un vent qui souffle très fort. Bouh! Je ne comprends pas. Je regarde par-ci, par-là. Maintenant, je commence à vivre, à voir des maisons détruites, cassées en deux. Comme un diable. C'est comme on abat un arbre dans une forêt. C'est pou, commence à tomber. Je suis sur la cour et tout dehors. Je bascule à côté. Voilà, bon, pour vous montrer. C'est comme ça, on est. Non, allez, restez là, ne courez pas. Ça, justement, ce sont les gens qui disent, restez là, au milieu. Ah, bien là, finalement, oui, ça reste. Après, c'était un silence complet. Et puis, une grosse vacarme. Et puis, c'était les gens qui sortaient tout de blanc, de la poussière mêlée au sang, tout ça. Le 12 janvier 2010, le tremblement de terre a duré 1 minute et demie. En 90 secondes, 250 000 Haïtiens sont morts. Un mois plus tard, Port-au-Prince commence à déblayer ses gravats. Sidérés par la violence du choc, les Haïtiens ne prennent pas encore toute la mesure du traumatisme. Ricardo Noël-Isière travaille au ministère des Sports. Le séisme a épargné sa famille. Dans les jours qui ont suivi, je sortais la voiture et je roulais. La première personne qui m'arrêtait pour me demander de l'aide, ben j'étais là. J'étais la personne de service. Je me suis mis à aider des gens que je ne connaissais même pas. J'ai passé toute la semaine comme ça. Sans relâche, Ricardo a quadrillé la ville pour ramasser les blessés, recenser les amis disparus, porter des nouvelles aux survivants, consoler, écouter et aider ceux qu'il croise sur son chemin. Aujourd'hui, il connaît par cœur la nouvelle géographie de Port-au-Prince. Ses quartiers martyrs et ses maisons épargnées, le nombre des morts, des blessés, des survivants. On va passer, c'est là où j'ai récupéré le jour même quelques étudiants. Il y a eu des centaines de morts là. C'est un institut supérieur. Là on ne voit plus, il y avait au moins 6 ou 7 étages. Et là j'en ai récupéré pas mal.
Dans le quartier de Digicel, Ricardo a retrouvé son ami Carlo Auguste. Parce que Ici, 9 habitants sur 10 sont morts. l'arme, Marcher dans les décombres, c'est marcher sur leurs cadavres. Ok, tu vois la fumée noire là? C'est moi qui ai dû faire ça, mon petit garçon. Je l'ai fait ce matin. Je pouvais rien faire. Ton petit garçon? Oui, j'ai dû brûler son corps. Quand ce matin? Oui, je l'ai brûlé. Aujourd'hui, ce matin? Oui. Ce samedi 12 février, un mois après le séisme, Carlo s'est résigné à incinérer le corps de Carluigi, son fils, impossible à extraire des décombres. Il y avait 3 étages. C'était ma maison. 3 étages et ça s'est effondré. Moi, j'étais en bas. Tu peux même plus le voir. D'habitude, les enfants jouaient devant ce mur-là, qui s'est effondré. La femme de Carlo est morte sur le coup, dans les ruines de la faculté de médecine. Elle était infirmière. Pendant 24 heures, Carlo a tenté, seul, en vain, de sauver sa fille Itama et Carluigi, son fils. Quand je suis arrivé ici, ce qui m'a fait le plus mal, c'est la voix des enfants que j'ai entendue. J'ai entendu « Papa, viens me prendre, viens me sortir de là ». J'ai pris la tête dans mes mains et je ne savais pas quoi faire. Ils étaient là, ils criaient « Papa, nous sommes vivants ». J'ai dit « Mon Dieu, venez m'aider vite ». Je suis monté sur les gravats, les enfants pensaient que je pouvais les sauver. Mon petit garçon, le frigo était tombé sur lui. Il était comme ça. Imagine, tout son corps, jusqu'à sa hanche, était pris et il parlait. Imagine-toi parler normalement dans cette position. Et ma fille, elle avait le pied enfoncé, écrasé dans la terre. Itama se meurt. Pour la dégager, Carlo est obligé de l'amputer dans les gravats. J'ai creusé dans les décombres et je l'ai sortie. Et puis je suis parti avec elle à l'hôpital. Pendant le trajet, elle me disait « Papa, papa ». Et puis, j'ai eu l'impression de mourir, là, vraiment. J'ai mis mes 2 bras sur la tête. Et tout de suite, j'ai essayé d'aller sauver l'autre. J'arrêtais pas de penser, je ne peux quand même pas perdre le deuxième. J'ai passé 4 heures à tenter de sauver mon fils. De temps en temps, on lui mettait de l'eau dans la bouche. Et puis il y a eu une dernière secousse très forte. Et au fur et à mesure, le béton descendait. Au départ, je tenais debout et puis petit à petit, j'ai dû me baisser pour pas que ça m'écrase. Quand j'ai compris que la mort était en train de venir, il n'y avait plus d'espoir. Mon fils a réussi à me parler. Il a dit « Papa, tu sais, tu peux y aller maintenant. Tu peux partir. » Carlo est obligé de quitter les décombres qui s'effondrent. Son fils Carluigi meurt peu après. Des cookies, du pain, du fromage, du jambon. C'est ça qu'ils aimaient, mes enfants. Ma femme me disait souvent « Rapporte des fritailles ». Là, je suis seul. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hier, je me suis levé. J'étais tellement triste. Je sentais vraiment que j'étais seul. Tu vois, il y a tant de choses qui me manquent. Tu sais, Carlo, je t'écoute et je comprends. Moi aussi, j'ai des enfants. Mais vraiment, je ne sais pas si je serais capable de faire ce que tu es en train de faire là.
Non. Je ne reviendrai plus. C'est la dernière fois que je viens ici. Carlo, quand j'avais 13 ans, c'était une star du basketball. Et il est plus âgé que moi, donc comme on disait que j'apprenais vite, j'étais sportif. Il m'a toujours encadré. Et puis c'est des gars qui... c'est des Haïtiens modèles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mauvaises influences. Quand tu as trouvé un qui est là, qui mène sa vie modestement, tu vois, qui aime sa famille, tu joues au basketball, c'est quelqu'un qui m'appelle Dodo. Dodo, il n'y a que ma maman qui m'appelait comme ça. Tu vois, donc j'ai toujours gardé ce lien, quoi. Comment je vis? Je ne sais pas comment je vis. Je parle, c'est pas moi qui parle. J'ai essayé de faire. C'est Dieu, j'ai essayé de vivre avec une famille. Pendant 13 ans, ma femme, on s'est rencontrés à l'école. On s'aime. Pendant 26 ans, on a fait de 26 ans. Construit quelque chose de 26 ans, détruit dans quelques secondes. C'est Dieu. C'est Dieu. Je ne peux pas accepter ça, non, moi. Je ne comprends pas pourquoi moi. Je dis à Dieu, pourquoi moi, pourquoi Carlo? Il y en a qui sont sauvés. Moi, je ne sauve même un. Le soir, j'ai peur le soir. J'ai peur. Je sens ma famille. Je sens ma famille. Ma famille, pour moi, n'est pas morte. Elles sont bien vivantes en moi. Mes enfants sont là, je les sens en moi. Je vis avec des fantômes. Quand il se fait noir, je suis entouré de fantômes pour moi. C'est ça. Je sens quelqu'un qui me touche, c'est comme ça. Maintenant, je suis seul. Vivre comment je vais vivre? C'est pas l'argent. Si tu me donnes $1 million, ça va me faire content, non? Si tu pourrais prendre ma fille vivante pour moi, si tu pourrais prendre mon fils vivant, si tu me donnais ma famille, là, je serais vraiment content. $1 million, 2 millions, 3 millions, pour faire quoi? Acheter des voitures, acheter des habits? Non. Rien. Ça ne vaut rien pour moi. C'était ma famille. C'était toute ma vie. J'ai perdu ma vie. Au point tue. La terre tue, les maisons tuent, donc ça demande un réajustement mental total. Il y a un comportement différent maintenant. Par exemple, les gens, ils arrivent quelque part, le premier réflexe, c'est de vérifier que tout va bien. Il y a un stylo qui tombe par terre et c'est un cauchemar total. Il y a un téléphone qui sonne. OK, il y a un sousseau. Et il faut faire très attention. Ce qui est arrivé, là, c'est ce qu'il ne fallait pas. C'est un traumatisme de trop qui casse à quel niveau, je ne sais pas. Je ne peux pas évaluer moi-même, mais j'imagine ces millions de gens répartis un peu partout sur le territoire maintenant qui ont vécu ce traumatisme. Je ne sais pas ce que ça va donner après, quoi. À nous crier Alléluia! Merci Jésus! Le même jour, ce 12 février 2010, Port-au-Prince entame 3 jours de deuil national. Sur la place du Champ de Mars, 80 000 personnes prient ensemble.